Nous allons donc passer au témoignage. Yes! Alors, on va l'appeler Maman Christelle. Christelle qui nous a appelés pour témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Alors, elle a 2 témoignages que j'ai rassemblés. Donc, ça va faire une histoire. Mais sinon, elle a donné ça en 2 témoignages différents. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, elle nous dit ceci. Elle est de la Côte d'Ivoire. Elle est née en Côte d'Ivoire. Son histoire commence par son père. Alors, son père, c'est un Ivoirien qui, lui, avait eu la bourse pour aller étudier en Belgique. Avant de partir en Belgique, il était marié à sa maman. Il avait sa femme. Et avec sa femme, souvenir quand même que tu es parti, tu m'as laissé ici, ils ont eu un enfant. Quand je dis mariage, c'est mariage traditionnel. Donc, sa femme, depuis, il est étudiant, n'a pas l'argent. Ils ont eu un enfant qu'on va appeler Hugo. Hugo, c'est son grand frère. Donc, on a eu Hugo en 1970. Le papa prend l'avion, il part en Belgique. Il étudie pendant 5 ans. Il fait des études universitaires. Quand il termine, il rentre avec les diplômes. Tout le monde est dans la joie. Ah, l'argent va pleuvoir. C'est la richesse qui nous attend. Il s'installe directement. La maman tombe enceinte, c'est normal. Son mari est revenu. Elle met au monde Christelle qui nous a appelés en 1975 pour les Belges. Donc, elle met au monde Christelle. Quand il commence à travailler comme ça, 2 ans après, il faut qu'il retourne encore en Belgique pour faire une formation supplémentaire. En fait, c'était un trucage. Le papa, comme il était rentré là, en Belgique pendant les 5 ans qu'il vivait là-bas, il avait régné avec une femme qui s'appelait Mélissa. Mélissa, c'est une Belge, une blanche aux yeux verts. Donc, le papa était tombé amoureux de Mélissa. Il aimait Mélissa en vrai. Quand il est rentré, il a vu le soleil de Côte d'Ivoire, il a vu encore les rythmes, les femmes africaines, et tout ça, donne l'argent pour ma famille, donne l'argent pour mon petit frère. Moi, vraiment, je suis femme au foyer. Le papa avait déjà perdu le goût. Il est retourné en Belgique pour aller convaincre Mélissa de venir vivre avec lui en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu? Tellement le papa était devenu KO d'une Whitey. Il a pris Mélissa, il l'a ramené en Côte d'Ivoire. La maman a vu seulement que la formation est revenue avec un colis tout blanc. Le papa arrive. Mélissa, une blanche, elle a accepté d'être 2e femme. Vous avez entendu ça où? Sur cette chaîne, on va tout entendre. Mélissa a accepté parce qu'il lui a prouvé et démontré qu'il n'est pas marié à cette femme-là qui a ses 2 enfants. Sur ses papiers, il est célibataire. C'est pour ça qu'on vous dit tous les jours, amenez vos maris à la mairie parce qu'il peut te nier avec facilité. Le papa a dit à la blanche là que lui n'a pas de femme. C'est seulement une copine avec qui il fait des enfants pendant que la dame l'a attendu 5 ans. Mélissa arrive, on prend Mélissa, on l'amène à la mairie de Côte d'Ivoire. Elle devient madame son papa. Elle se marie. La maman voit seulement, oui, les complexés sont partis applaudir. Ils ont vu Blanche dans la famille, belle-sœur Whitey. C'est la Belgique qui va nous recevoir. Vous-même, vous connaissez comment les Africains sont. Les beaux-frères sont allés acclamer Mélissa. La maman était dépassée, perdue. Le papa l'a abandonnée. Genre, je porte mes enfants, je vais les élever avec Mélissa. Toi, continue ta route. Donc, il a récupéré ses 2 enfants. C'était au début, lui, il avait un bon travail, il a étudié en Belgique. Mélissa est venue et tout ça, ils se sont installés. Mélissa a commencé à élever les enfants. Mélissa aussi, elle a mis au monde ses 2 enfants. La maman est découragée. Elle a abandonné. Tu vas faire comment? On t'a amené une Whitey en pleine Afrique. Tous les jours, ils partent en Belgique. Tous les jours, ils montent, ils descendent. Le mari est bien dedans. La belle famille est derrière. Tu vas faire comment? Elle a abandonné. Elle a laissé continuer sa vie. Donc, le papa, là, c'est avec tous les respects. Avec tous les respects, quand la maman a accepté, il a accepté que ses enfants commencent à aller visiter leur maman. Donc, les enfants commencent à aller voir leur maman de temps en temps. Ça veut dire qu'il y a l'harmonie. Elle ne m'a pas donné les détails si sa maman a eu d'autres enfants, mais je ne pense pas, parce que je crois qu'ils ne sont que 2 chez sa maman. Chez le papa, ils sont 4. Donc, ils évoluent dans une famille de bourgeois.
Notre maman vient d'une famille des riches, en tout cas, avec la Mélissa là, vous voyez les Belges, enfin, on ne va pas dire tout le monde, hein, parce qu'on a raconté l'histoire d'une Portugaise qui était très étonnante. En tout cas, elle était en Afrique, elle s'est intégrée, elle s'en foutait, donc elle les a éduqués, manger, la salade, tout le monde mange pareil. Donc, elle ne les a pas torturés. Alors, notre maman Christelle et son papa, c'était des poteaux. Des potes, elle dit, tu vois, moi, j'aime beaucoup mon papa, j'ai massé sur ses gens. Papa, vraiment, c'est ma personne. Et en plus, Mélissa, elle a accouché 2 garçons. Donc, elle est la fille unique. Donc, imaginez un peu. Donc, elle a très bien grandi. Quand elle a son baccalauréat, elle a beaucoup d'ambition. Le papa, bien sûr, il a fait des universités en Belgique. Il veut que ses enfants étudient. On lui a trouvé la bourse, enfin, l'université aux États-Unis. C'est comme ça que Christelle vient s'installer aux États-Unis pour les études. Donc, aux États-Unis, là-bas, elle étudie normalement 3 ans. Et pendant les 3 ans-là, les yeux aussi, hein, on l'a vu. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Il a dit que toi, là, vraiment, je ne peux pas laisser, c'est toi ou rien. Donc, on peut l'appeler Paul. Paul vient faire des avances à Christelle. C'est un Ivoirien qui a ses papiers. Lui, il n'est pas venu dans les choses des études et tout ça. Il habite déjà en Amérique. Il a déjà ses papiers. Il a dit, bon, c'est un garçon bien, bonne famille, pourquoi pas. Moi, j'ai étudié et tout. Le gars, ça va. Donc, elle accepte. Paul l'épouse. L'épouse vraiment tous les mariages africains et tout ce que vous voulez. Tiro, riro, elle porte l'alliance. Maintenant, quand on l'épouse, elle tombe enceinte directement. Elle est enceinte, elle ne peut pas travailler parce que sa grossesse la complique. Elle met au monde un enfant. Elle met au monde un deuxième enfant. Ils sont en location. Paul travaille, elle ne travaille pas, mais elle a un diplôme universitaire. En tout cas, elle a fait 3 ans d'études aux États-Unis. Elle ne travaille pas. Elle ne sait même pas pourquoi elle ne travaille pas. Elle m'a dit, il était tellement courageux, mon mari, la Kabibi. Il assumait la maison. Donc, moi, je ne travaillais pas, il ne disait rien. Donc, pour lui, la vie, c'était normal. Tu es une femme, tu as les enfants, tu gardes d'abord les enfants. Les jours que tu auras l'occasion, tu vas travailler. Elle a dit, mon mari ne m'a jamais foutu la pression. Donc, elle vit comme ça jusqu'à le premier enfant à 4 ans. Et puis, les deuxièmes, peut-être les 2 ans et demi et tout ça. Paul, il est tellement ambitieux. Pas, chérie, j'ai trouvé l'occasion, on va acheter la maison. Mais la maison, là où j'ai trouvé, c'est un bon quartier résidentiel. J'ai l'occasion de la voir. Mais pour payer, franchement, si tu ne travailles pas, en tout cas, je ne serai pas payée. Elle a aussi compris, c'est normal. Elle a fait 4 ans ou 5 ans sans travailler. Elle a dit, non, 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 chérie, j'ai étudié, je vais trouver des travail. Paul est parti prendre la dette de la maison. Il m'a dit, chez nous aux États-Unis, c'est chacun sa dette. La dette, là, c'est sur la tête de Paul, celui qui travaillait. Jean, c'est sa maison à lui, mais ils sont mariés. En tout cas, c'est son engagement à lui sur la dette parce qu'elle n'avait pas de boulot. Ils partent, ils achètent une grande maison dans un beau quartier. Madame doit trouver le boulot. Mais madame a 2 petits-enfants. Alors, comme elle m'a expliqué, là-bas, là où ils sont partis habiter, il y avait moyen d'amener les enfants à la crèche. Donc, on va dire garderie, hein, du matin. La garderie, là, commençait à 6h30. Mais seulement l'avantage est qu'il y avait un bus. Un bus que tu peux payer, ça ramasse les enfants du quartier, ça part laisser à la garderie. La garderie de 6h30, d'abord, on va les garder jusqu'à peut-être à 7h30 ou 8h. Après, on va les prendre encore de la garderie, on va les amener à l'école. Ce n'est pas toi qui vas les chercher. Donc, on va déplacer les enfants, c'est peut-être à côté, hein, peut-être l'école est fermée, c'était ailleurs. Donc, on va déplacer les enfants, on les amène maintenant à l'école maternelle ou comment là-bas. Les enfants vont rester là-bas. Et toi, le soir, tu viens chercher tes enfants. Après, si tu es quelqu'un qui travaille tard, tu peux aussi payer les bus pour qu'on les ramène. Mais elle a du coup trouvé un travail. Son travail commençait à 7h juste. Maintenant, son mari avait une seule voiture parce qu'elle ne travaillait pas. Elle n'avait pas le permis de conduire. Donc, le mari part au travail. Son mari, il avait un travail, il commençait très tôt. Donc, son mari, déjà, 5h, il est déjà parti. Ouais, un peu les garçons courageux là. Waenda. Donc, le mari, à 5h, il est parti. Vu que la garderie commençait à 6h30, ça veut dire que les enfants, là, les petits-enfants, 6h10, ils sont déjà montés dans le bus. Parce que ça ouvrait à 6h30. Le temps que ça fasse les tours, ça les ramène. Ça veut dire que dans la maison, le matin, il n'y a personne. Donc, à 6h10, les enfants sont partis. Et elle, sa copine là, avec qui, elle a trouvé quelqu'un dans son travail pour faire un convoiturage. Donc, la copine là, du travail, la collègue, elle habite pas loin de son quartier, elle n'est pas de son quartier. Donc, pour aller au travail, elle doit passer devant son quartier. C'est une black américaine.
Ils se sont convenus 10 $ par semaine. C'est rien. C'est juste pour les carburants. Elle a dit, ah, moi, ça va m'arranger, si tu montes dans ma voiture, ça me fait que tu me payes les carburants du mois. En fait, tu me donnes 10 $ par semaine, moi, ça me convient. Peut-être mon plein, c'est 40 $. Ils se sont convenus. Mais par contre, la fille lui a dit, moi, je serai chez toi en bas à partir de 6h30. Tous les 6h30, j'arrive, je sonne, tu descends, on part. Comme c'est un détour, le temps qu'on reprenne le périph', on commence à partir, on arrive au travail même à 6h45, 50, on est tranquille, le temps de s'échanger, boire un petit café, on démarre à 7h. Donc, vous voyez que sa vie est réglée. C'est la routine tous les jours, la nouvelle maison dit Kabibi. La maison, dit les maisons aux États-Unis, demande à tout le monde, les maisons là sont en bois. Donc, ce sont des faux murs, comme on appelle chez nous, c'est ça, non? Leurs maisons sont séparées par, c'est pas des vrais murs en béton. Mais c'est la carapace qui est en mur. Mais dedans, là, toutes les cloisons, là, ce n'est pas des vrais murs. Ça veut dire que c'est très fragile. La maman ici, un jour, le matin, comme tous les matins, tout le monde est parti. Maintenant, elle regarde l'heure, elle dit, il est encore 20. Que je fasse une omelette, hein, que je mange un petit truc parce que, genre, elle était un peu en retard. Donc, elle arrive seulement comme ça, le temps qu'elle fasse des manœuvres, petit crayon de maquillage, arranger les pantalons, monter tout ça. Elle arrive, elle met la poêle. Elle allume la gazinière, hein? Elle met la poêle, elle entend, elle dit, ah, ma collègue est venue. Elle a couru tellement que vous savez que la collègue, ce n'est pas Kabibi une congolaise. Elle va se fâcher. C'est une américaine. 30, c'est 30. Il ne faut pas lui perdre le temps. Déjà, tu lui fais faire un détour. Donc, quand elle a entendu seulement sonner, elle a laissé la poêle. Elle a couru. Elle a pris les sacs éteintes. Pam, 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 pam. Départ. Elle est partie au travail. Elle a laissé la poêle sans huile, hein. Elle venait juste de déposer quand on a sonné. La poêle sur une gazinière allumée. Gazinière des gazinières avec les feux. Pas plaque vitro, non, gazinière. Elle a laissé la plaque allumée à 6h30. Son travail terminé à 14h30. Quand le travail termine, la fille avait accepté de la prendre. Il part chercher ses enfants. Comme ses enfants étaient petits, il récupère les enfants et puis il rentre. Elle dit maintenant, imagine, quand on termine à 14h30, on n'est pas pressé, les enfants les ont déjà finis. Donc, on sort, on cause, si elle a même une course, on s'arrête au magasin, on achète et puis on rentre. Nous sommes des collègues, des amis, deux mamans. On rentre, on peut prendre les enfants là à 15h, on peut les prendre à 16h et tout ça. Maman, elle rentre à 16h, ces jours-là. Dès qu'elle ouvre la porte comme ça, elle sent une odeur. Elle se rappelle qu'elle avait laissé la plaque sur la poêle, sur la gazinière. Elle a dit, j'ai laissé les enfants dehors. J'attendais seulement que la maison fasse boum. Elle a dit, Kabibi, je suis arrivée, la plaque était allumée depuis 6h30. Je suis arrivée à 16h. La maison n'a pas brûlé. Maman, la maison, là, c'était l'effort perso de mon mari que, imagine, j'allais brûler la maison. On venait de l'acheter, est-ce qu'on avait les bonnes assurances? Donc, elle a eu la frousse de sa vie. Elle a dit, Seigneur, la façon que le garçon essaie à galérer pour acheter la maison, j'allais brûler la maison. Elle a dit, maman, Dieu est miraculeux. Ça l'a dépassé. Elle a dit, demande à tout le monde. Les maisons des États-Unis, quand ça brûle, c'est sans pitié. Ça brûle les voisins, ça brûle tout le monde. La maison n'a pas brûlé. Elle a dit, c'était un gros miracle pour elle. Elle n'a jamais vu une histoire comme ça. À chaque fois qu'elle raconte aux gens qu'elle a laissé une poêle, d'abord, c'est du métal. Ça même, ça peut prendre feu. Elle a dit qu'à Bibi, la maison n'a pas brûlé. Ça n'a pas pris feu. J'ai trouvé ça, c'était chaud, mais ça n'a pas brûlé. Elle a enlevé ça, elle a amené ça dehors. Quand elle regardait toujours là, elle a dit que j'ouvre les feux, j'aère. Peut-être les gaz ici. Donc, elle a pensé à 1000 choses. Alors, tu vois, à l'époque là, j'étais bébé spirituel. C'était les prières des tantôt plutôt, hein? Elle ne priait pas beaucoup. Elle a dit, Dieu, tu nous as épargné de ça. Papa, j'allais rentrer comme ça que la maison a déjà brûlé. On allait devenir quoi? Tous nos documents. Donc, elle a vu la catastrophe. Et brûler la maison bêtement. Bêtement, inattention, pressée. Quand elle a vu ça, elle a dit non, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, ça m'a dépassé. Elle a décidé que
tous les jours que Dieu la réveille à 4h ou 4h30 du matin, là, pour qu'elle commence à prier. Elle est devenue sœur en Christ. Parce que, en fait, elle était toujours en retard. Parce que quand les maris se réveillent, après, il faut réveiller les enfants, les apprêter. Vous voyez un peu les enfants qui sortent à 6h, il faut les laver, tout ça. Donc, les faire manger, toi, ça va, la fièvre, il n'y a pas et tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Un enfant, déjà, tu t'en sors pas, maintenant deux. Alors, elle s'est réveillée très tôt pour prier. Comme ça, elle garde sa routine d'habitude. Elle a dit, maman, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, la façon que tu m'as fait grâce, je vais commencer à te prier peut-être tous les jours à 4h30, même 30 minutes de prière. Comme ça, quand mon mari se réveille, hein, la vie commence dans la maison. Elle a dit, Gabibi, d'abord, je mettais l'alarme. Mais je te dis que tous les jours, 4h26, quand les yeux sont ouverts, elle dit, l'alarme là ne m'a jamais réveillée. Ça ne m'a jamais réveillée. Elle dit, maman, Dieu réveille les gens. J'ai dit, ah, imagine, j'étais bébé spirituel. Ces temps-là, c'était motivation plus. Motivation tellement que j'étais étonnée. J'avais peur. J'ai expliqué à mon mari m'a regardé, il m'a dit, tu voulais brûler la maison. Maintenant, on allait faire comment? Tout son argent était dedans. C'est comme ça que elle a décidé de commencer à prier le matin et de passer le permis de conduire pour acheter sa propre voiture pour qu'elle n'ait pas de stress comme ça et tout. C'est quand elle a pris courage. Elle a prié comme ça. C'est pendant 4 mois. Elle a dit, pardon Seigneur, laisse-moi dormir. La qualité de prier là à 4h du matin, ça plombe ma journée. Je n'arrive pas. Elle a dit les jours qu'elle a aussi prié, qu'elle ne me réveille plus à 4h du matin. Non seulement elle ne mettait plus l'alarme, mais elle ne se réveille plus aussi. Ça, c'était une anecdote. Elle a dit, maman, Dieu fonctionne vraiment comme tu lui parles. Elle a dit, bon, tu vois, j'ai prié, mais je ne connaissais pas encore beaucoup Dieu. J'ai forcé, tu vois, ça c'était les sentiments de non, Dieu, vraiment, tu es trop bon et tout ça. Mais elle est venue connaître le Seigneur longtemps après, qu'elle est devenue sérieuse dans la prière. Donc, ça, c'était son premier témoignage pour dire que Dieu peut nous faire passer à côté des turbulences, des atrocités, des drames, par son amour. Cette maman, elle a évolué. Les enfants là dont on parle, elle m'a dit aujourd'hui, l'aîné a 26 ans. Donc, vous comprenez que c'est une ancienne histoire. Aujourd'hui, ils sont posés, ils ont déjà fini leur maison et tout ça. Les enfants grandissent, ils sont déjà, même l'autre est déjà parti. Donc, ça, c'était son premier témoignage. Et maintenant, son deuxième témoignage, c'était que en 2017, son papa décède en Côte d'Ivoire. On les appelle parce que son papa avait fait un AVC. Hein, il savait que papa était malade, il n'était pas bien. Il est allé se faire soigner en Belgique et tout. Donc, il est décédé en Belgique. Donc, son grand frère, on va dire Hugo, lui, il était parti vivre en Allemagne parce qu'eux tous ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, son grand frère est parti de l'Allemagne en Belgique avec la femme, la Mélissa, pour prendre le corps de papa ramené. Tellement ils sont dépassés. Mélissa, c'est une blanche, et puis elle les connaît, elle est comme leur maman. Donc, Mélissa a acheté les billets à tous les enfants. Et les enfants blancs, et eux aussi. Mélissa l'appelle que j'ai acheté les billets chez American Airlines pour que tu viennes directement en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin de venir en Belgique parce que Hugo est déjà venu, il gère tout. C'est l'aîné aussi. Maman, billet gratos. Elle a dit, ouais, quand même, elle m'a apaisé, ce n'était pas prévu. Le vol, c'est quel jour? Oh, le 18 janvier. Elle fait la valise dépassée. Papa est mort, vraiment, papa, mon papa. Elle arrive à l'aéroport. American Airlines, checking et tout ça. Elle est déjà devenue américaine. Donc, il donne les passeports, il monte dans l'avion. Ah, ils sont en train de partir. Boum, 1 heure de vol. Ladies and gentlemen, c'est moi le pilote. Oh, comme nous sommes là, on a un gros souci. Le GPS de l'avion est en panne. Je ne connais plus la route. Je ne sais pas si on est de quel côté. Donc, comme nous sommes là, j'ai décidé de tourner l'avion en esprit. Recommencer la route que le chemin que j'avais pris moi-même pour rentrer à Atlanta. Ah! Tout l'avion paniqué. Il n'y a plus les GPS. Ça veut dire que vous pouvez cogner un avion. Donc maintenant, il n'y avait plus les GPS. Est-ce qu'ils communiquaient avec les gens là qui sont restés sur Terre? Et tout. Ils ont commencé à stresser. Ils ont dit, ouais, papa et moi aussi, je vais mourir dans l'avion. Les stress, la tension, tous les Américains, oh my goodness, oh, it's not possible. Oh. Les pilotes, là, ils sont rentrés à Atlanta. Ils arrivent comme ça à Atlanta. On garde l'avion. On leur dit, oh, restez dans l'avion. On va comprendre pourquoi les GPS et tout. Les gens vont dire, mais c'est pas possible. Vous allez rester. Celui qui descend, son argent est terminé. Ah!
Donc, il reste dans l'avion. Elle dit, il y a des gens qui sont montés comme des Esquimaux. Ils sont montés dans l'avion habillés avec comme des extraterrestres. Ils sont partis taper. Ils ont réparé les GPS pendant 2 heures du temps. On fait que les servir les cafés, les cognacs, les champagnes, si tu veux, même VIP et derrière, c'est devenu pareil, manger, buvez. OK, don't worry, everything is fine, on va repartir, vraiment, everything is good. Les pilotes embrayent. Pam, 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 pam. Ils arrivent 1 heure après, pam. Ladies and gentlemen, l'avion est tombé en panne. Je vais faire la même magie, je vais tourner l'avion, on va rentrer à Atlanta. Les gens disent, mais ce n'est pas possible. Ces gens-là ont réparé pendant 2 heures du temps. Et imagine, l'avion là, c'est en train de partir en France. En France, c'est pour aller en Belgique ou quoi, ça, en Afrique. Donc, tout le monde paniqué. Il commence encore, oh Dieu fait grâce. C'est que les pilotes ne se perdent pas. Les pilotes est rentré à Atlanta. En tout cas, quand ils sont arrivés, tout le monde s'est levé. Nous, on descend. On ne va plus monter dans votre avion. Donc, on les descend et tous, on dit, allez-y, vous les gens qui venaient dans tel vol, passez par ici et tout ça. Ils arrivent, bon, vous avez fait 2 tours en l'air, vous voyez bien que c'est la nuit, c'est déjà les 2 heures du matin et tout. Alors, on vous a réservé l'hôtel intercontinental, vous sortez comme ça, vous prenez le bus là qui va vous amener à l'hôtel, tout le monde a une chambre, patati patata, vous voyez, c'est les bonnes compagnies. Elle est africaine, elle a dit, waya, je vais quitter l'aéroport ici. Je n'ai pas dormi dans l'hôtel, là, je vais partir demain matin. Le vol, c'est comme, oh, madame, demain, le vol, c'est à 10 heures. Et regarde l'heure, il est 2 heures du matin. Elle dit, je porte encore mon sac. Nos bagages ont déjà fait les check-in. Les bagages sont déjà partis, ils avaient juste les bagages eux-mêmes. Donc, on quitte à 2 heures, on part dormir inter. Le vol, c'est à 10 heures. Yaya, tu vas te retrouver que tu arrives, ils ont déjà fait les check-in, ils sont partis. Elle dit, moi, je cale ici. Je cale ici, je ne vais pas acheter les billets 2 fois. Donc, les gens sont montés dans les bus, ils sont partis dormir, se laver, se faire un peu de bien. Elle est restée là-bas. Terminal 2, calée. Elle attend l'avion à 10 heures. Elle reste toute la nuit, elle s'assoit sur les chaises longues, elle appelle son mari, c'est pas possible. American Airlines, c'est quelle compagnie? Ça, c'est comme Congo Airways, comme ça, comment? Elle veut seulement 9h30. Elle va pas avec le checking. Elle peut demander aux gens d'American. Mais l'avion, c'est à 10 heures. Quand même, moi je voyage. Il est déjà 9h10, 9h20. Maman, vous n'allez pas afficher. Elle dit, quel avion? Mais l'avion là qui était rentré, il a déjà fait des tours. Oh, madame, l'avion a déjà fermé la porte, l'avion veut partir. L'avion est où? Oh, l'avion est au terminal B. Mais on avait dit que c'est ici, mais on a changé. Mais on a changé, on a dit à qui? C'est la belle-mère qui avait acheté les billets. Avec son nom et son email. On lui a envoyé les billets. Ça veut dire que quand on envoie les messages, on envoie à qui? À la belle-mère. La belle-mère est où? Andei, là-bas en Côte d'Ivoire. La belle-mère ne sait même pas pourquoi elle n'est pas arrivée. Donc, les gens, ils avaient reçu les notifications où les gens, elle aussi, elle était dépassée, elle partait au deuil, elle pleurait son papa. On a déjà changé le terminal. Il y a pointé caca. Elle est assise au terminal 1. Elle attend l'avion. Les gens sont déjà montés, on a déjà fermé la porte là-bas. Maintenant, elle dit, imagine les aéroports des États-Unis. Kabibi, même si tu commences à courir, même si toi, tu fais jogging tous les matins, tu ne vas pas arriver. Tu cours sur des tapis pleins, tu cours sur des tapis qui roulent, tu cours. Elle est arrivée là-bas, donc 15 minutes avant que l'avion décolle, sauter. Mais les gens sont déjà montés, on a déjà fermé. Ça, c'est quand les hôtesses sont en train de fermer, vous faire les jeux de tintin là-bas, que si ça tombe, si on veut tomber, vous faites comme ça, vous faites comme ça. C'est déjà 15 minutes avant. L'avion est déjà fermé. Elle était dépassée, elle dit, c'est pas possible. Non seulement je n'ai pas dormi, je suis restée sur les bancs, et en plus l'avion part, l'avion me laisse. Elle était fâchée, elle est partie à American Airlines. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Patati, patata. Oh, madame, calm down, calm down. Non, de toute façon, votre billet, il a été acheté par Internet et tout ça. Attendez, on va vous passer, quoi ça? Les services ou quoi là, parce que le billet n'était pas échangeable. Parce que ce n'est pas de ta faute, tu étais fatigué, on comprend, on peut voir que vous n'avez pas dormi, on peut comprendre, vous étiez peut-être 27, 270 dans l'avion, il y avait peut-être que 260 personnes qui ont dormi, on sait que les autres ont désisté, ils sont rentrés chez eux, voilà. On les a dragués là-bas. On a dit, on passe les chefs. Elle dit, Mme Kabibi, c'est un Nigérien. Yes, hello, yes, American Airlines, oui, your name, on a enregistré, very sorry, we apologize, tout ça. Demain, tu vas monter dans l'avion qui va partir en Belgique. Demain. Parce que par rapport à ton billet, quand on cherche les places, les avions sont pleins. Les gens voyagent. Donc, on a trouvé pour toi un vol demain à 9h. Waouh! C'est aujourd'hui à 10h.
Elle a regardé. Elle dit, les voyages ici me combat comme ça, pourquoi? Que je rentre encore à la maison. J'ai déjà dit au revoir. Quand tu es déjà sorti, tu ne rentres pas. Elle a dit, je vais caler ici. Elle a dormi à l'aéroport. Dès 10 heures à 9 heures, on ne peut pas la loger parce qu'elle habite là-bas à Atlanta. Son adresse est Atlanta. On lui a dit, viens demain. Son mari, il se dit, non, calme-toi parce que tu es très énervé. Ils sont déjà arrivés là-bas en Côte d'Ivoire. Tu entends seulement, hey, la tante là est déjà arrivée. C'est la terreur là-bas. On veut chasser ta maman. Donc, les gens de Côte d'Ivoire te mettent les choses au cœur. Donc, tu vis les deuils au téléphone. Tu as envie de t'envoler. Elle reste à l'aéroport. De today à tomorrow. Le matin, déjà, 5h30, elle commence à chercher le terminal là et où? Terminal, le vol là et où? Voilà, elle a trouvé terminal B. Elle est partie pointer la première. Elle voit maman, on affiche l'heure du vol. Ah, ça c'est mon vol. Elle avance comme ça, elle est la première au guichet. Elle a dormi à l'hôpital, à l'aéroport. Quand elle dit, oui, madame, oh, je suis madame Christelle et tout, mon billet, c'est ça, échangeable et tout ça. Christelle. Vous savez comment ces femmes la font? Tapez les tickets. Oh, madame, on ne voit pas ta place ici. Mets-toi d'abord à côté, les gens font la queue là-bas. On va appeler une collègue là qui va te prendre, vous partez là-bas. Qu'on parte regarder ton billet, monter, descendre, il est passé par où tu n'as pas la réservation dans ces vols. Elle a dit, j'ai la réservation. J'avais parlé avec le Nigeria là hier et tout ça. Elle a dit, maman, nous regardez. La fille a toujours de tête. Regardez votre nom. Regardez, le vol est plein. Il n'y a pas la place. La dame est venue la prendre. On est parti, appelée centrale, appelée comme ci, appelée comme ça. Elle n'était pas réservée, n'était pas enregistrée. Si le type l'avait enregistré, n'a pas validé. S'il a fait comment? Elle a dit, c'est pas possible. Elle a fait 2 jours à l'hôpital, à l'aéroport. Fatiguée et moralement, et déçue. Et tout ça, elle a dit, non, je vais faire l'attention ici. Oh non, we apologize, we apologize. Oh madame, oh tout ça, on te refait seulement notre ticket référence. Elle a dit, je rentre chez moi. Mon père a refusé que j'aille l'enterrer. Elle a dit, j'ai dormi 2 jours à l'aéroport. Tu veux que je fasse encore quel effort? J'ai été épuisée, dormir sous les bancs là. Il n'y avait pas la place. On a tapé jusqu'à tout le monde est monté dans l'avion. Il n'y avait pas la place. Même pas une place oubliée. Elle a appelé son mari, très découragée. Il est venu la chercher. Elle est rentrée chez elle. Elle a dit, je ne pars pas. La route n'est pas bien. Je ne pars pas. Quelqu'un ne peut pas forcer un voyage comme ça. Elle n'est pas partie. Cette maman-là est repartie en Côte d'Ivoire en 2024. Donc, on a enterré son papa. Elle n'est pas partie. Le billet, elle est partie perdre comme ça. Parce qu'elle s'est dit, c'est un message. Il y a quelque chose qui va se passer au deuil. Comment la route peut être bloquée, blindée comme ça? Elle a dit, maman, demande à Atlanta, aéroport, combien de vols sont déjà montés, ils ont tourné que le GPS est tombé ou est en panne. Ils sont à compter au bout des doigts, les avions sont bien checkés. Seulement mon avion à moi. L'avion a fait 2 tours. Par grâce même, nous sommes rentrés parce qu'on pouvait tomber, on pouvait se perdre, on pouvait faire accident. On est rentrés. Maintenant, je dors encore à l'hôpital, à l'aéroport. On ne me trouve pas la place. Je vais seulement forcer. Elle a dit, peut-être c'est la mort qui m'attend là-bas. Parce que j'étais la fille unique et la préférée des papas. Elle dit, peut-être il y a quelque chose de grave qui m'attend là-bas, je ne pars pas. Elle a appelé son frère Hugo. Elle a dit, je ne pars pas et tout ça. Hugo aussi. Il est parti enterrer son papa. Donc, ça, c'était son 2e témoignage. En tout cas, Dieu l'a sûrement épargné de quelque chose. Elle ne sait pas de quoi. Elle ne sait pas de quoi. Elle m'a dit, imagine, mon père qui était mon ami, mon papa. J'ai dit, c'est papa lui-même qui m'a barré la route. J'ai fait mon deuil chez moi à Atlanta. Mes amis sont venus, j'ai fait les deuils aux États-Unis, c'est fini. Donc, comme la femme là était là-bas, ma mère, elle n'était pas l'épouse de papa. Donc, toi-même, tu connais les blanches dans l'héritage, beaucoup de choses. C'était signé, calculé. Donc, son frère est resté, parce que son papa avait des biens et tout. Son frère est resté là-bas. Elle a dit, mon frère, il habitait en Allemagne. Est-ce que tu sais que mon frère est resté, les papiers se sont abîmés? Toi-même, tu connais l'Allemagne. C'est pas mal, les papiers ne se sont pas abîmés. Son frère est resté en Allemagne, en Afrique. Il a commencé à vivre là-bas. La maison s'est abîmée en Allemagne. La maison où il habitait. Parce que son frère, jusqu'en 2017, il est de 1970, il n'avait ni femme ni enfant.
C'était justement les jeunes, enfin jeunes, c'était les tontons que vous voyez là-bas, il est seulement beau, il parle beaucoup de français, moi je suis l'enfant d'eux, j'ai étudié, ma sœur en Amérique et tout, ni femme ni enfant. Donc quand il est venu enterrer papa, les yeux se sont frottés. Il a rencontré l'amour en Côte d'Ivoire. Donc la fille l'a convaincu de rester gérer les biens des papas, mettre les choses en place parce qu'ils se sont partagés. De toute façon, son frère était là, elle a eu sa part, ce qu'elle devait avoir. Sa présence, bon, c'était important pour enterrer le papa. Donc son frère est resté là-bas. Il a rencontré l'amour. Quand il rencontre l'amour, ils sont restés jusqu'au Covid. Donc après le Covid, son frère a pris la fille là, avec les 2 enfants qu'ils ont accouchés, ils sont venus en Allemagne. Quand il rentre en Allemagne, il dit, mon frère en Afrique, il est patron, hein, parce que papa a laissé les trucs, et puis lui, il a étudié en Allemagne, tu vois, c'est quelqu'un qui a la tête et tout. Ils arrivent en Allemagne depuis 2021. On les a mis au foyer. Malgré qu'il avait les papiers, où est-ce qu'il va trouver la maison? On les a mis au foyer jusqu'au jour où j'ai raconté l'histoire de la dame. Ouais, les autres, j'ai raconté l'histoire de la dame de l'Italie. Parce que la maman ici, de temps en temps, comme elle suit, elle envoie parfois des prédications ou il y a des témoignages ou des choses comme ça. J'ai raconté l'histoire de la dame de l'Italie. Bon, elle envoie à lui, à sa femme, hein, comme sa femme, c'est une Ivoirienne. Je raconte l'histoire de la dame de l'Italie. Elle écoute ça le matin. Elle ne l'a même pas encore envoyé. Ah, quand j'écoutais l'histoire là, j'ai pensé à lui, j'ai dit, ouais, regarde les autres vraiment comment ils racontent les histoires. Il ne peut pas avoir la maison. Elle dit qu'à Bibi, le soir, mon frère m'appelle. Je n'avais même pas envoyé la vidéo. On nous a donné la maison. On nous a donné la maison. On nous a donné... Le même jour, on leur a donné la maison. Elle était contente. Elle a dit, attends, je t'envoie la vidéo. Attends, je t'envoie la vidéo. J'allais t'envoyer la vidéo là aujourd'hui, mais je me t'ai dit, ça va te décourager. Comment les gens ont des histoires fantastiques comme ça, ils ont eu les loyers, les maisons. Et toi, tu n'as rien. Son frère a eu la maison, je crois que c'est la semaine passée qu'on a raconté les témoignages de la maman d'Italie qui était assise à la gare. Elle a vu une agence. Donc, son frère là, il était au foyer depuis 2021 qu'il est venu avec la femme et 2 enfants. Pourtant, il a passé toute sa vie en Amérique. Imagine, on les a envoyés aux États-Unis en voyage quand ils avaient fini l'école. Pas de logement. Donc ça, c'était son histoire. Merci beaucoup, maman, pour tes témoignages qui nous encouragent toujours à rester effectivement sensibles à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. On ne force pas. Dieu a sa façon de nous parler, de façon directe ou indirecte, comme on dit même par des signes. Il faut communiquer avec Dieu même par des signes. Il y a des choses qui sont tellement claires que toi-même, tu t'es dit, je vais faire, ça ne marche pas, je vais faire, laisse. Il sait pourquoi ce jour-là, tu ne dois pas faire. Il sait pourquoi il a changé la situation. Parce qu'elle, elle sait que Dieu l'épargne de beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est une maman, vous voyez qu'elle est de 75, donc elle est dedans, maintenant elle connaît la prière, mais quand elle était jeune, elle est dedans. C'est une sœur en Christ. Maintenant, elle connaît la parole de Dieu. Elle connaît la valeur de Dieu. Elle a vu tellement de choses, tellement de bénédictions. Ses enfants, son mari, Dieu l'a bénie aux États-Unis. Elle vit très bien. Donc, c'est une sœur, c'est une croyante et pratiquante. Elle a partagé ça pour dire que, comme tu dis, il n'y a pas de grands et de petits témoignages. Ça, c'était pour sensibiliser les gens à être attentifs. Parce qu'elle dit, tu vois, ces jours-là, quand ils m'ont dit que le vol a fait je ne sais pas quoi, ils voulaient carrément me donner un autre billet. Même si ça n'est pas passé ce même jour-là, même le lendemain, mais un vrai billet maintenant qu'ils refont le billet. Mais j'ai dit non. J'ai dit non parce que ça, c'est forcer Dieu. Ça, c'est des choses, hein. Tu vas prendre l'argent, ça va on te bouffe. On t'empoisonne, on te jette une maladie. Elle a dit non. Elle a laissé tomber. D'abord, ce n'était pas un billet qu'elle avait acheté. Elle avait acheté avec l'argent de son papa, mais bon. Elle a laissé tomber. Elle a dit vraiment, il faut être attentif aux choses. Ça, c'était le cas de voyage. Mais des cas comme ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Toi, tu vois seulement que non, moi, comme je veux là, je vais seulement faire. Même si on me combat, moi, je vais seulement contrôler. Il y a des choses, ne force pas. Ne force pas. Notre papa, il avait fait l'AVC. Je parlais beaucoup avec lui quand il était en Belgique. Ce qui arrivait, c'était son temps, c'était son heure. Il est parti. J'ai gardé des bons souvenirs de lui. Quand il est parti en 2024, il est parti voir sa tombe. Parce que voir la tombe, c'est quoi? Que tu vois quand on le met. Et quand tu pars voir, c'est pas la même chose. Il est toujours dans la tombe. Donc, c'est un peu ça, son histoire. Merci beaucoup, ma sister. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Donc, on va passer à notre deuxième témoignage.